Alors Jackie, alors on revient à votre situation tout à la fois de salarié chez Rhône-Poulenc, mais aussi de militant CFDT. Dans les moments importants de vos 42 ans de présence dans cette boîte, à Saint-Fond, il y a eu 81, peut-être précédé d'ailleurs par 1980. Oui, 1980, c'est une période importante parce que la direction générale avait décidé de scinder l'établissement unique qui était à ce moment-là composé de 6 établissements, de 6 entités différentes, de les scinder en... Donc il y avait Silicone, Rhône-Poulenc Nord, Voilà, Centre de recherche des carrières, Rhône-Poulenc Sud. et donc à ce moment-là, moi je travaillais dans un établissement qui s'appelait les AAV, l'établissement des AAV À Vénissieux. Et l'idée était de regrouper les AAV avec le centre de recherche des carrières, d'une part, d'autre part de regrouper les silicones et ensuite regrouper Saint-Fond Sud et Saint-Fond Nord. Donc de créer trois entités. Donc, ce qui évidemment a créé beaucoup de remous et une grève importante en 1980. Mais ce qui n'a pas empêché d'avoir, au moment où on était encore tous réunis dans une même section syndicale et dans un même établissement, donc dans un même comité d'établissement, d'avoir des débats nombreux et importants sur la question de la nationalisation, parce qu'en 1980, on commençait à parler de nationalisation. Oui, c'était dans le programme d'ailleurs de la gauche, et de Mitterrand. C'était dans le programme de la gauche, et on était très sensible au fait qu'il ne s'agissait pas seulement de nationaliser l'entreprise, mais avec une gouvernance qui aurait échappé complètement à l'intervention des salariés. Donc il y a eu des débats extrêmement forts sur ce qu'on appelait l'appropriation des biens de production, le type de gouvernance qui pouvait se mettre en place. Enfin, il y a eu toute une réflexion dans la CFDT sur la base de l'analyse marxiste, sur ce qu'allait être la transition au socialisme. Hein. Tout à fait. Ça a vraiment alimenté des débats très conséquents et très importants, très riches aussi, très enrichissants, je pense, pour les militants qui ont suivi ces débats, et qui ont contribué vraisemblablement à un engagement politique à travers un certain nombre de partis politiques qui portaient cette question de nationalisation, que ce soit le PSU qui était en toile de fond, le Parti socialiste, le Parti communiste pour les militants CGT. Voilà, qui n'étaient pas sur la même base de réflexion sur l'intérêt pour les salariés d'avoir une participation aux décisions. Nous n'avons jamais eu de débat de fond avec la CGT sur ces questions-là, mais par contre, à travers des tracts qui étaient publiés à ce moment-là, on voit bien quand même les différences d'approche sur cette question. 10 mai 81, François Mitterrand accède à la présidence de la République, et là se met en place une série de lois dans les années qui suivent, et aussi les nationalisations. Alors, qu'est-ce que ça change dans la boîte que Louis Lefroc-Prigent devienne PDG de Rhône-Poulenc, nommé par le pouvoir socialiste? Pour les militants de Rhône-Poulenc, un soulagement de comprendre que le groupe de chimie important qui était Rhône-Poulenc était sauvé, puisqu'une intervention de l'État permettait de relancer des pans de recherche, des pans industriels qui étaient en danger, qui étaient à la veille d'une vente. On sentait bien qu'il risquait d'y avoir une cassure dans le groupe industriel, donc un soulagement. Une interpellation très rapide et très importante du nouveau PDG, Louis Lefroc-Prigent,
mais qui s'est soldé par quelques désillusions assez rapides. Son comportement peu participatif et peu enclin à écouter les salariés nous a un peu échaudé quand même. Donc très vite s'est mis en place à nouveau une grille revendicative importante, je dirais dans un cadre relativement identique à celui qu'il y avait pu avoir avant la nationalisation. Je n'ai pas le souvenir de quelque chose de très différent en termes de relations dans l'entreprise avec la direction. Mais arrivent quand même les lois Auroux. Alors les lois Auroux, effectivement... le Rouennais, donc le régional de l'étape, ministre du Travail. La CFDT de Rhône-Poulenc qui a pris en main et en charge très rapidement les lois Auroux pour demander l'application à la direction, créer dans chaque établissement et dans chaque service des possibilités pour les salariés de se réunir. Je crois que nous avons été bien seuls à croire à cette possibilité-là. La direction ne pouvait pas faire moins que d'accepter ça, puisque c'était inscrit dans la loi, mais n'a jamais réellement été partie prenante de ça. Répondait aux questions des salariés à minima, et dans tous les cas pas sur le fond des affaires. La CGT je pense qu'elle ne croyait pas à cette possibilité, elle était très attachée à une structure traditionnelle de relations passant strictement, uniquement par les organisations syndicales et la direction. Donc, malgré tout, moi j'en ai un souvenir positif, et ça a permis, en particulier, ça nous a permis, pour les établissements de Vénissieux, les AAV, d'avoir une intervention extrêmement forte au moment où, à partir de 1981, la direction a commencé à réfléchir à la fermeture de cet établissement, et nous avons pu mettre en place vraiment des actions très importantes de réflexion avec les salariés sur ce que pourrait être un établissement à caractère différent, mais restant présent dans le groupe. Et là, il y a eu une action pendant plus d'une année, jusqu'en 1984, et grâce aux lois Auroux, un travail de fond qui ne s'est pas traduit par le maintien des AAV, mais qui s'est traduit par un reclassement, je crois, réussi des salariés dans les autres établissements du groupe, et un engagement de réflexion sur les questions industrielles extrêmement fort de la part de nombreux salariés de l'entreprise.